Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine, le Premier ministre François Bayrou a eu un discours grave sur l'état de la dette française. Est-ce que ce discours a eu un impact sur les marchés financiers? Alors, c'est vrai que cela aurait pu être le cas, tout simplement, car c'est toujours risqué de dire publiquement que la situation est grave, limite au bord de la faillite. Mais en tout cas, selon les économistes qui suivent ça de près, il n'y a pas eu d'effet négatif. Et même le fameux taux souverain, le 10 ans français, a même baissé le jour de cette conférence. Alors, il faut dire aussi que le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures pour réduire les déficits en 2026, pour toucher à la croissance. Les marchés financiers sont presque rassurés de voir que le Premier ministre admette qu'il y a un sujet à régler. Alors, cela ne veut pas dire que tout est réglé, loin de là. Côté incertitude, la bataille que l'on devine désormais entre les États-Unis et la Chine est toujours en cours à l'heure où je vous parle. Et le sujet inflation aux États-Unis demeure avec les droits de douane. L'inquiétude des marchés d'ailleurs se fait jour sur un autre défi qui n'attend pas seulement la France, mais l'Europe d'abord. Tous ceux qui commercent en dollars, les pays émergents notamment, puisque le président Donald Trump s'en est pris au président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, dans un message publié jeudi sur les réseaux sociaux qui laissait entendre qu'il pourrait potentiellement révoquer le dirigeant de la Banque centrale. Le lendemain, le jour d'après, que Powell ait averti que la Fed pourrait être confrontée à un compromis difficile, les tarifs douaniers augmentant le prix et affaiblissant l'économie. Et Donald Trump a déclaré que Powell a toujours tort et est toujours trop tard et qu'il devrait, comme les autres banques centrales, baisser ses taux d'intérêt, ce qu'a fait la Banque centrale européenne cette semaine d'1/4 de point. Mais cette bataille qui pointe avec la Fed pourrait être un sujet majeur des prochaines semaines avec des conséquences pour le dollar. Bon Didier, on continue à suivre aussi ces alertes sur les finances publiques en France. On en oublierait même que l'équilibre budgétaire a été un dogme de la Ve République. Oui, c'est un petit rappel historique que les journalistes auraient pu partager avec François Bayrou s'il nous écoute ce matin. En tout cas, pour lui, un rappel. Les plus jeunes, eux, n'ont pas connu. Depuis 40 ans, le déficit, c'est une marque de fabrique de notre classe politique qui aime ensuite donner des leçons aux Français. En général, le message suivant leurs dépenses, c'est désormais, il va falloir faire des efforts. Le hic, justement, c'est qu'ils ont choisi cette voie de déficit sans en faire un référendum. Petit retour en arrière. Au 19e siècle, la règle de l'équilibre constituait un principe fondamental des finances publiques. Notre droit budgétaire considérait que l'État se devait de respecter l'équilibre et ne pas dépenser plus qu'il ne recevait, tel un simple citoyen. Le 20e siècle accorde une relativité à ce principe sacro-saint et des équilibres peut être accepté mais doit rester limité. Alors sous la Ve République, on respecte l'équilibre, il reste prédominant. Les gouvernements lancent même des campagnes publicitaires au nom de quoi ils affirment le budget est en équilibre, comme Georges Pompidou en 1965 ou Valéry Giscard d'Estaing en 1973. Les gouvernants insistent alors sur la rigueur auprès des Français et soucient que l'État imite les particuliers et ne gaspille pas l'argent des contribuables. Une rupture de cette règle de l'équilibre a débuté en 1980 et c'est Jacques Delors en 82, alors ministre des Finances, qui après le plan de relance dit « Le déficit est un rempart contre la déflation. Le déficit n'est alors plus rejeté, accepté. Les socialistes considèrent que le déficit c'est une arme contre la crise. » Alors que la plupart des budgets avaient été votés en équilibre avant 1980, le déficit est désormais en marche. Et pour ce qui concerne la loi de finances de 1985, Raymond Barre, ancien Premier ministre, déclare « Le budget est entré dans une crise grave et durable ». Depuis cette période, il faut le dire, les gouvernements successifs se sont habitués à des budgets en déficit, à des révisions ou exécutions qui ont désavoué les prévisions initiales. La meilleure à ce jour, on pourrait dire, est celle de Bruno Le Maire avec un écart de 21 milliards d'euros hors période de crise. Il faut dire que l'ENA n'est définitivement pas l'école de la rigueur économique puisque c'est un record. Et puis le Parlement, lui, sous la Ve, est souvent là pour constater les dégâts. On peut parfois, en tout cas, se demander si les chiffres n'ont pas été camouflés avec ces nombreux collectifs budgétaires. Reste que François Bayrou, en tout cas, ne découvre pas la dette en 2025. Écoutez, formidable. En tout cas, Didier, ça veut dire que, malgré tout, les mesures envisagées risquent de ne pas suffire. L'Allemagne, avec ses excédents budgétaires, peut investir, elle, 500 milliards sans mettre à mal son économie. Le Portugal a pris des mesures fortes. L'Espagne également, et ça va mieux pour ces deux économies. Le sujet principal, justement, pour la France, c'est de prendre des mesures fortes. S'il s'agit de taper sur les retraités de telle ou telle catégorie sans rien changer sur le fond, empiler un peu plus de dettes, en finance, on appelle cela de la cavalerie, jusqu'au jour où le système s'écroule. Alors, Jacques Delarosière, par exemple, l'ancien gouverneur de la Banque de France, parlait de fonctionnaires dans les collectivités territoriales, 1 million de plus qu'en Allemagne, c'est un exemple parmi d'autres. Si on veut la réindustrialisation de notre pays, comme le nucléaire dans les années 70, il faut que nos entreprises aussi aient des marges suffisantes, ce qui n'est pas le cas si on compare aujourd'hui, on se compare à l'Italie ou à l'Allemagne. Alors on a eu une explosion de la dette publique en 40 ans, on arrive au bout d'un système, car cette dette, elle n'est pas liée à des investissements productifs. Quand on voulait ne pas dépendre du pétrole et qu'on avait investi sur le nucléaire, ça
ça avait du sens. Donc la question reste posée à ce gouvernement comme à ses prédécesseurs. Quelles mesures structurelles proposez-vous pour inverser ce mouvement qui conduit finalement à la désindustrialisation, la perte de souveraineté agricole, au déclassement de la France? Il faut redonner aux entreprises françaises la capacité de gérer des marges équivalentes à celles de nos principaux compétiteurs. C'est un préalable. Les PME, les ETI qui créent de l'emploi. Bizarrement, sur ce sujet, j'ai pas entendu François Bayrou, le Premier ministre. Oui, bizarrement, effectivement. Merci beaucoup Didier Testo. Toutes vos analyses à retrouver sur La Bourse et La Vie TV. Merci.